Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette 5e vidéo destinée aux étudiants et étudiantes de l'IFSI de Chartres. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, une petite remarque. Je commence à voir arriver vos vues là en mode privé sur YouTube. Donc je sais que vous commencez à les regarder. Euh, Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des questions. Comme ça, que j'ai le temps d'y répondre immédiatement ou non. Bon, de toute façon, théoriquement, on se verra vendredi matin, en live, en direct, pardonnez-moi. Si vous posez des questions, ben, je pourrais déjà savoir à quoi j'aurai à répondre, et puis, par ailleurs, peut-être vous répondre directement tout de suite. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler directement du pouvoir. Du pouvoir. Et pour ça, je voudrais m'appuyer sur un ouvrage de Georges Balandier, Balandier, Georges Balandier, qui est le fondateur en France de l'anthropologie politique, avec un ouvrage qui s'appelle, c'est facile à retenir, Anthropologie politique, et qui voilà, pose la question de savoir où est-ce qu'on peut repérer du pouvoir dans des sociétés ou des groupes où il n'y a pas d'État. En quelque sorte, c'est un praticien des sciences humaines qui arrive dans un champ. Il commence par travailler en Afrique, hein. Il arrive dans un champ très marqué par les études coloniales et il essaye de s'en distinguer. Il essaye de se distinguer des approches évolutionnistes, des approches qui prenaient les sociétés sans État de haut, de manière très méprisante, en les considérant comme des sociétés arriérées. Et il se dit, ben non, de la même manière qu'il y a du pouvoir dans les sociétés avec État, il y a du pouvoir dans les sociétés sans État, et on va travailler sur ce qu'il y a de commun aux deux situations. Alors ce qui nous intéresse, c'est qu'il va donc repérer le pouvoir non pas à la structure étatique, non pas à un ensemble de structures, non pas à des invariants institutionnels, il va repérer le pouvoir à des domaines de la culture qui sont investis. Ça va vous permettre, lorsque vous êtes face à un groupe, et par exemple un groupe que vous êtes chargé d'encadrer, d'identifier assez vite et de modéliser assez vite où sont les enjeux de pouvoir et comment vous les avez adressés et où est-ce qu'il y a une crise du pouvoir dans ce groupe. Voilà. Alors, les 4 domaines du pouvoir qu'on peut repérer dans tout groupe où se constitue un pouvoir, qu'il y ait un État ou non, qu'il y ait un chef ou non, sont l'intérieur, l'extérieur, ce qu'on va appeler l'ambiguïté et la sacralité. Je vais prendre l'autre main, c'est plus facile. Donc, intérieur, c'est la capacité à maintenir un ordre intérieur, une organisation des choses. Voilà. Capacité à maintenir un ordre à l'intérieur. Ordre intérieur. C'est un domaine du pouvoir. Deuxième domaine du pouvoir, l'ordre extérieur. Capacité d'un groupe, d'une tradition, d'un État, à maintenir l'ordre dans les relations avec l'extérieur. Donc c'est le système de commerce, l'ordre dans le système de commerce, l'ordre dans le système diplomatique, l'ordre à travers des relations militaires, des frontières, la délimitation d'un territoire, etc., etc. Donc ordre intérieur, ordre extérieur. Ça déjà, vous le comprenez, dans le fond, c'est le maintien de l'ordre, dedans et dehors. Au-delà du maintien de l'ordre, Georges Balandier nous dit qu'il y a 2 autres domaines dans lesquels, pardonnez-moi, le pouvoir se manifeste. L'ambiguïté. Alors qu'est-ce que c'est que l'ambiguïté? C'est la justification des inégalités. Et Georges Balandier nous dit, voilà, dans l'ensemble, pour l'instant, on ne sait pas si c'est un fait absolu, mais pour l'instant, l'anthropologie n'a jamais découvert de société parfaitement égalitaire. Il y a toujours des inégalités. Inégalités entre les hommes et les femmes, et ou inégalités entre les jeunes et les vieux, et ou inégalité entre ceux qui sont jeunes et vieux et ceux qui sont au maximum de la force productive, de la force guerrière et de la fécondité. Donc on a effectivement des sociétés où les seules inégalités se situent là, mais néanmoins on a toujours des inégalités et il faut les justifier. Tout ce qui va justifier de l'inégalité, en réalité, fait partie d'un pouvoir. Et le 4e point, c'est la sacralité. Alors la sacralité, c'est la revendication du pouvoir pour lui-même, d'être autre chose qu'un simple agencement temporaire et circonstanciel en fonction de rapports de force temporaires et fragiles. Donc par exemple, ça va être de dire
La Cinquième République, ça n'est pas aujourd'hui un certain rapport entre un néolibéralisme et un ordolibéralisme déployé en gros depuis la période Rocard, peut-être même avant avec Giscard, et qui s'appuie sur la constitution de groupes d'ingénieurs, avec le groupe X, bref, la création de l'ENA, etc. On ne va pas regarder ces rapports de force-là. On va tous se rassembler derrière l'image forte de la Ve République comme ensemble quasiment mythique, quasiment revenant aux temps primordiaux de la constitution de la société française, avec son coq, sa Ve République, son drapeau bleu, blanc, rouge et son hymne national. Donc voilà, c'est la tentative. Voilà, Monsieur Macron va se présenter comme le président de la France dans la continuité de tous les présidents de Gaulle à lui-même, et non pas simplement comme l'état d'un rapport de force à l'intérieur de l'opinion française et l'état d'un rapport de force entre les classes en France. Bien, ça c'est la sacralité. C'est en fait la tentative du pouvoir de faire apparaître l'ordre des choses humaines comme calqué sur l'ordre des choses divines. C'est-à-dire qu'en fait, on justifie l'ordre des choses actuelles, l'ordre des choses humaines, par ce qui a toujours existé, ce qui a toujours existé depuis la fondation primordiale, dans les temps primordiaux de la cité. Bien, donc 4 domaines. Intérieur, extérieur, sacralité, ambiguïté. Alors, quand dans une structure, par exemple, il va prendre, je sais pas moi, la société TIV au Nigeria, on a une société dans laquelle l'organisation du pouvoir se fait à travers les familles et la structuration des familles. Lorsqu'on a un système de pouvoir sans État qui se déploie, on le repérera au fait que ces 4 domaines sont engagés. Maintien de l'ordre à l'intérieur, maintien de l'ordre à l'extérieur, justification des inégalités, et enfin, justification de l'ordre des choses à travers un ordre transcendant, qui peut être la divinité, la République, la fondation de la cité, au choix, ou ensemble. Bien. Alors, une fois que vous êtes face à n'importe quel groupe dans lequel des relations de pouvoir s'exercent, par exemple, dans lequel on doit être susceptible d'être obéi, on doit être susceptible de pouvoir émettre des ordres, il y a un chef, et même parfois lorsqu'il n'y a pas de chef et de structure hiérarchique définie, vous pouvez regarder à l'intérieur de ce groupe comment sont pris en charge les domaines du pouvoir, à savoir le maintien de l'ordre à l'intérieur, le maintien de l'ordre à l'extérieur, la sacralité et l'ambiguïté. Bon, exemple qui tombe sous le sens. Un service, quel qu'il soit. Je sais pas moi, imaginez un service de réanimation dans un hôpital. Bien. Alors l'ordre intérieur, c'est comment, dans la réalité des tâches quotidiennes, le maintien de l'ordre intérieur est assuré par un équilibre entre la chaîne hiérarchique de l'hôpital, la chaîne hiérarchique du service, les doctrines nationales et le tempérament et l'efficacité, la légitimité de la personne qui dirige cette unité. Donc c'est ce qui va permettre de faire en sorte qu'il y ait une régularité dans le fonctionnement du service et que malgré les épisodes de crise, de dérèglement, etc., on arrive à maintenir une régularité dans le service. Il y a un ordre qui fonctionne. Vous voyez là un pouvoir qui s'exerce. Ensuite, ordre avec l'extérieur. Eh bien c'est très simple, c'est comment le service se défend par rapport à l'extérieur. Comment est-ce qu'il intègre ou comment est-ce qu'il résiste aux normes qui lui sont imposées, aux restrictions qui lui sont imposées, aux offres qui lui sont proposées. Comment est-ce qu'il organise son recrutement en relation avec l'extérieur. Comment est-ce qu'il organise le recrutement des patients. Comment est-ce qu'il gère sa relation avec l'hospitalisation à domicile, par exemple. Donc tout ça, c'est les relations avec l'extérieur. Ça peut être aussi des relations avec les médias, avec un monde associatif, etc. etc. Donc ordre intérieur, ordre des relations avec l'extérieur. Comment? C'est hyper simple. Hein. Comment on organise des relations avec les visiteurs, les gens qui visitent, les familles, les parents. Bien. Alors ensuite, ça tombe encore plus sous le sens, hein, si je puis me permettre. L'ambiguïté, justification des inégalités. Bien, comment on prend en charge, par exemple, la justification des inégalités de salaire dans un service, où pourtant, en réalité, chacun est absolument indispensable. Chacun est absolument indispensable.
la performance extraordinaire d'un chirurgien ne vaut rien si à côté de ça, il n'y a pas une équipe pour travailler avec lui et si le ménage n'est pas fait dans la chambre. Enfin voilà, si on prend vraiment les deux pôles de salaire, si le chirurgien laisse son patient dans une chambre infestée, eh bien son acte aura beau être magnifique, la plaie va s'infecter, le patient va mal se porter, etc., etc. Donc comment on justifie l'état de l'inégalité de salaire, l'état de l'inégalité de dignité, l'état de l'inégalité de pouvoir, euh, d'accès à la décision collective, etc. Et vous êtes mieux placé que moi pour savoir que d'un service l'autre, il y a beaucoup plus d'horizontalité, beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus de collégialité, ou au contraire de hiérarchie très stricte, beaucoup plus de pratique de la réunion d'équipe, ou au contraire beaucoup moins de pratique de la réunion, pratique beaucoup de l'informel, beaucoup moins de pratique. Il y a beaucoup de variétés, donc ça vaut le coup de regarder comment les inégalités sont justifiées. Euh, Dernier point, euh, la sacralité. Comment est-ce que on justifie par un temps primordial, par un temps dont on se souvient, par un temps légitime, l'ordre actuel? À quoi on fait référence pour justifier l'ordre actuel? Pardonnez-moi. Bien, dans l'ouvrage dont je parlais, Anthropologie politique, de Georges Balandier, publié en 1967, il y a deux autres petits points qui nous intéressent et que je vous livre. Georges Balandier nous dit, dans le fond, la meilleure ruse du pouvoir, c'est la ritualisation de sa contestation. Vous verrez dans certains groupes qu'il y a des modes de contestation de l'ordre qui font partie de l'ordre. Voilà. Lorsque, par exemple, je sais pas, prenons la société française en général, on a une société dans laquelle il y a de la contestation très régulièrement, des manifestations, énormément de manifestations, et que vis-à-vis de ces manifestations qui sont très traditionnelles, très codifiées, on sait où on va manger la merguez, on sait où est-ce qu'il va y avoir la fanfare, etc., etc., quand dans le cadre de ces manifestations-là ritualisées, on obtient des petits quelque chose par le pouvoir. Georges Balandier nous dit, dans le fond, il y a là une ruse du pouvoir qui est extraordinaire. En fait, ces manifestations font partie du pouvoir. C'est le mode de régulation des conflits. Et en fait, chaque manifestation renforce l'ordre des choses, puisqu'il devient complètement traditionnel. Il fait partie des meubles, en quelque sorte. Ça devient un rituel. Bien. Ça fait partie de l'ordre des choses. Ça ne vient pas contester le pouvoir, ça vient de manière rituelle réclamer plus de choses, plus de ceci, plus de cela. Donc faites bien attention au fait que la contestation, lorsqu'elle est ritualisée, est en réalité partie prenante du pouvoir, c'est-à-dire l'ordre des choses. Deuxième petit point qui nous intéresse, Georges Balandier travaille sur les sociétés africaines coloniales ou à peine post-coloniales. Et il se rend compte que le pouvoir colonial a un défaut qu'on repère extrêmement souvent dans les pratiques de management, dans les pratiques d'encadrement. Il nous dit la caractéristique principale d'une structure coloniale, d'un État colonial, c'est de traiter un problème politique comme un problème technique. Voilà. Traiter un problème politique, la revendication de ceci ou de cela, comme un problème de gestion du stock humain, c'est-à-dire comme un problème technique. Quand vous allez être en position de traiter des problèmes qui sont des problèmes politiques, de répartition des statuts, des dignités, des salaires, etc., etc. Je prenais l'exemple dans la vidéo précédente, par exemple, de la répartition des dignités entre ASH et aide-soignante ou infirmière. Quand vous êtes face à ça, posez-vous bien la question que la répartition des statuts, la répartition des richesses, la répartition du temps de travail, tout ça, ce sont des questions politiques. Les traiter de manière strictement technique, c'est en quelque sorte destituer les gens qui travaillent avec vous de leur statut de citoyen, de sujet, capable d'énoncer des problèmes politiques dans un groupe. Bien. Il en découle une violence symbolique importante qui risque fortement de poser problème. Sur ce, on va passer immédiatement à la 6e petite vidéo sur, n'est-ce pas, Michel Crozier, le phénomène bureaucratique et le cercle vicieux bureaucratique.